entre tous les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Le panafricanisme est un mouvement, une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale et effective du continent africain, et il encourage la pratique de la solidarité entre Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'elles soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur apparence physique. C'est ça le concept du panafricanisme. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains. C'est un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale. Le cœur de son principe consiste en la certitude que les peuples d'Afrique et de la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d'une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples d'Afrique. Au-delà de cette définition générale, il convient de constater que la décolonisation des pays africains l'a été d'une manière différente selon les pays et selon le degré d'ingérence des anciennes puissances coloniales, modèle français, anglo-saxon ou germanique. Force est de constater que la libération des peuples d'Afrique a eu lieu, mais dans la pratique, les institutions politiques et économiques n'ont pas suivi. Bien au contraire, la duplication des systèmes d'organisation politique et économique mise en place permet toujours, jusqu'en 2024, d'avoir la mainmise sur les gouvernements locaux au travers d'accords bilatéraux qui ne favorisent pas forcément l'Afrique, mais aussi d'institutions régionales et continentales chargées de contrôler les engagements réciproques. C'est pour dire tout simplement que 60 ans plus tard, malgré ce qui est dit, malgré ce qui est affiché, l'Afrique n'a pas su trouver son indépendance effective. Et c'est pour cette raison que 60 ans plus tard, une deuxième étape doit être franchie, et c'est ce qu'on appelle le néo-panafricanisme. Ça, c'est la deuxième étape. Et cette étape, nous pourrons la franchir avec optimisme, puisque l'environnement s'y prête. Les acteurs de la société civile qui font un travail extraordinaire de sensibilisation, de vulgarisation, font un travail de sensibilisation qui, tout le monde le constate, commence à porter le fruit, puisqu'il y a une convergence des consciences des peuples d'Afrique pour effectivement faire en sorte que nos indépendances soient des indépendances réelles, effectives et totales. Dans certains pays, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, il aura fallu qu'au travers des coups d'État militaires, que la prise de conscience prenne forme dans d'autres pays également d'Afrique. Les revendications, les aspirations démocratiques et légitimes des populations, leur ras-le-bol de voir les richesses africaines partir ailleurs au détriment des peuples, des populations africaines, a poussé à des manifestations extrêmement dures
assumée, civile, souvent réprimée. Et malgré cela, ces manifestations n'ont pu aboutir qu'à la suite de l'interposition des militaires pour imposer par la suite des régimes de transition. Personne, notamment nos partenaires et les observateurs, n'a vu venir cette convergence de conscience des peuples africains qui commence déjà à s'installer en Afrique de l'Ouest. Ça a commencé en Afrique du Nord, mais ça n'a pas été suivi, puisqu'il y a eu la révolution dans les pays du Nord, notamment en Afrique du Nord, notamment en Tunisie. Personne n'a vu cette révolution venir. Et puis, bon, il y a eu des coups d'État militaires, ou bien des renversements par la population des régimes en Afrique de l'Ouest et l'interposition des militaires qui se sont installés. Bon, ça a été salué par les forces vives africaines dans de nombreux pays. Et les organisations sous-régionales et continentales qui sont complètement coupées des réalités dans nos pays respectifs ont condamné, alors que ces organisations sont témoins à la fois de la souffrance, ces organisations sont témoins des pillages effectués en Afrique, ces organisations sont témoins des assassinats et des emprisonnements politiques. Mais lorsque le peuple se soulève pour demander le respect de sa souveraineté, la prise en compte de ses aspirations, ces organisations se taisent. Donc il y a un décalage énorme entre les aspirations des peuples d'Afrique et les organisations à la fois continentales et régionales. Ici, chez nous, c'est la SADC. En Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. Et en Afrique centrale, il y a d'autres organisations, en Afrique du Nord également. Donc il est temps que ces organisations, sous la pression des politiques qui, nous l'espérons, vont s'investir et ne pas laisser l'espace aux organisations de la société civile seules, puisqu'il faut que ces aspirations se traduisent par des actes et des postures et des décisions politiques. Le profil, la posture et les discours des acteurs à l'élection présidentielle sénégalaise en sont le parfait exemple. Au Sénégal, il y a eu des discours, il y a eu des actes, et puis il y a les institutions. Si le Sénégal est parvenu à cette transition de génération, si le Sénégal a réussi, notamment le leader de PASTEF, ont réussi à bâtir un discours et puis à adopter le profil qui colle avec le discours et qui ont accepté, enfin ils n'ont même pas accepté, qui ont inscrit dans leur vision politique cette notion de don de soi dans l'intérêt de la patrie. Je ne pense pas que le Sénégal aurait réussi cette transition. Le Sénégal serait resté dans cette logique de France-Afrique. Mais c'est parce que il y a une équipe de jeunes qui se sont identifiés en 1994. Ils étaient 7, ont décidé, tous les 7, d'aider le Sénégal à adopter une autre vision de la politique africaine.
et sénégalaise. Et lorsque leur discours a été identifié, intercepté par le pouvoir, et ceux qui soutiennent le pouvoir, pas forcément des Sénégalais, mais des puissances extérieures, lorsqu'ils ont décelé ce discours, ont analysé la portée politique de ces discours, qui est un discours de rupture, avec une politique de rupture, une vision volontairement panafricaniste. Donc pour l'Afrique, les dirigeants de ce mouvement qui s'appelle Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, ils ont eu toutes les ennuis judiciaires, administratifs, inimaginables. Mais comme ils ont volontairement accepté de faire don de leur personne et don aussi de leur confort personnel, voire même l'idée de sacrifice, la population sénégalaise, le peuple sénégalais, a commencé à espérer que c'est effectivement possible. Ousmane Sonko, qui est le président de PASTEF, qui est un énarque, inspecteur des impôts, inspecteur principal, a fait l'objet d'une décision de radiation dans la fonction publique, un décret qui l'a radié de la fonction publique. Il était candidat à l'élection présidentielle, pas celle-là, mais précédente. Il est arrivé en 3e position. Il y a une décision qui a été prise, c'était en janvier 2021, comme quoi il faut absolument couper sa tête, puisqu'il est dangereux. Sa radiation dans la fonction publique. Vous avez l'occasion d'échanger très souvent là-dessus, mais étant donné que la région, comme vous le dites, le temps que les autres réfléchissent, est-ce que vous pouvez nous délivrer vos impressions aussi sur la dernière élection qui a eu lieu au Comores? Et on va revenir sur le Sénégal après. Ça va peut-être nous aider dans nos réflexions collectives et personnelles. Merci. Lorsqu'on était en pleine turbulence au Sénégal, j'ai salué l'initiative qui avait été prise par les forces politiques malgaches, notamment les candidats, de saisir les instances régionales par rapport à ce qui s'est passé ici. Et je vous disais que ça serait peut-être bien de voir comment, à Madagascar et puis au Comores, voire même aux Seychelles, et puis à Maurice, de faire converger, de faire regrouper nos préoccupations qui étaient communes, c'était de voir si c'était possible d'avoir une force qui préserverait la liberté, le libre choix des électeurs. Et puis que les instances chargées des élections soient véritablement indépendantes. Et qu'on arrête d'utiliser les moyens de l'État en faveur du candidat du pouvoir. Bon, c'était pas facile ici, à Madagascar. À un moment, certains se sont peut-être désistés. Au Comores, c'était à peu près la même chose. Mais au Comores, nous n'avons pas eu l'assistance, voire même la vigilance des organisations internationales. Et puis au Comores, c'est un peu isolé également. Mais ce qui nous a beaucoup fait défaut, c'est le fait qu'un des candidats, puisqu'il y en avait 6,